DLTDC Heroes, Rémi Bonnet. Salut Rémi, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, d'autant plus que tu donnes rarement des interviews longues. Alors, on est vraiment honoré que tu aies accepté de partager ce moment avec nous. Dans cet épisode, on va parler de ton histoire, de ta place de grand champion dans le trail running. On va aussi essayer de percer tes secrets d'entraînement, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns et on va s'y atteler. Mais avant de plonger dans tout ça, comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Ça va bien, là je sors d'une saison de skimo, du coup j'ai fini hier en Norvège, c'était la finale. Du coup j'ai gagné toutes les courses cet hiver avec 2 titres de champion du monde et puis des globes de cristal. Du coup c'était une saison magnifique cet hiver et puis là cet été j'ai des grosses ambitions et puis là je commence gentiment à bien me préparer, à me sentir bien dans les baskets. Donc plein d'idées en tête j'imagine. Alors pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, aujourd'hui on enregistre à Paris. Alors là on est un peu en extérieur dans un endroit assez calme, mais tu viens souvent dans la capitale française ? Est-ce que c'est... Non, je me sens mieux en montagne, du coup j'essaye d'éviter un peu les villes, mais après c'est clair que c'est cool quand même de voir autre chose et puis de pouvoir passer 2 jours ici. Bon, t'as vu, on a essayé de trouver un cadre un peu plus champêtre. Voilà. Alors, c'est pas les Alpes suisses, hein, soyons d'accord. Mais il y a quand même un petit jardin d'intérieur et c'est assez agréable. Alors, Rémi, avant qu'on parle de tes performances, j'aimerais qu'on revienne au tout début. Pas juste à ton premier dossard, hein, mais là où tout a commencé, j'ai envie de dire. Tu as grandi à Grézu, je sais pas si c'est comme ça. Charmé. À Charmey ? Ouais. À Charmey, donc dans le canton de Fierbourg, c'est ça, dans la région Fribourg, ouais. de Fribourg, dans la région de Gruyère. Voilà. Alors, en Suisse romane. Ce que j'imagine, moi, c'est un endroit assez calme, tranquille, assez loin de l'agitation du sport de haut niveau. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quels souvenirs tu gardes de ton enfance passée dans cette commune suisse ? Ouais, c'est assez drôle parce que quand j'étais vraiment tout petit, je m'en souviens, j'avais horreur d'aller marcher en montagne. Ma maman devait me traîner un peu, puis je suivais toujours un peu à reculons. Du coup, c'est marrant de se dire que maintenant j'en ai fait mon métier et puis que c'est ma passion à 200%. Mais après, du coup, j'ai commencé un peu sur le tard. Au début, je jouais au foot dans un club justement à Charmey, vraiment à bas niveau, mais c'était plus pour aller avec les copains et puis rigoler un bon coup. Du coup, j'ai fait ça pendant, je pense, bien 8 ans. Et puis, je dirais le sport d'endurance est venu un peu par la suite quand j'avais 17-18 ans. Je m'en souviens, j'ai fait une sortie en ski de randonnée avec un pote et son papa. Et puis directement, j'ai senti cette sensation de pouvoir m'échapper et puis de ne pas avoir de limite. Et puis c'est ça qui m'a vraiment poussé à commencer, je pense, le sport d'endurance quand j'étais mi-jeune. Alors, donc une enfance plutôt paisible, une enfance où tu étais plutôt bon élève d'ailleurs, parce que souvent les athlètes, est-ce que tu sais, il y a toujours cette réputation que les athlètes, t'es bon en sport ou t'es bon à l'école. Est-ce que c'était ton cas ou c'est plutôt une idée reçue, une étiquette qu'on colle aux athlètes ? Ouais, j'étais pas mauvais à l'école, mais je détestais l'école. Du coup, je faisais le strict minimum. J'ai toujours passé, entre guillemets, je faisais le minimum pour passer et puis ça s'est toujours bien passé. J'ai eu mon diplôme et tout, mais après, c'était pas quelque chose que j'aimais faire, quoi. Alors, je crois que tu es très enraciné, très attaché à ta région. Récemment, d'ailleurs, tu as acheté une ferme, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça, avec même des animaux. Ce mode de vie, un peu dans la nature, avec des poules, entre guillemets, c'est pas pour être dans la caricature, mais qu'est-ce que ça t'apporte dans ta carrière d'athlète et même dans ta vie tout court ? Pourquoi tu as ressenti ce besoin ? Ouais, je pense le moyen d'avoir autre chose à côté, parce que quand tu es vraiment focus à 200% sur un sport, en plus j'ai 2 saisons à très haut niveau à faire, du coup je pense qu'il faut avoir quelque chose vraiment qui ait rien à voir à côté. Et puis j'ai toujours été attiré par la nature, les animaux, j'adore ça. Là on a 5 chats, des poules. Là, on va prendre des chèvres parce que maintenant qu'on a acheté la ferme, on a un peu plus de place. Du coup, on va prendre des petites chèvres. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis, je pense que j'ai besoin de ça pour m'évader et puis de ne pas penser à la course à pied. Ça se passe bien avec les chats et les poules parce que 5 chats et des poules, ça peut... Ouais, au début, c'est toujours un peu compliqué. Mais après, une fois qu'elles se font attaquer, le chat se fait attaquer par la poule, c'est toujours plus... Alors calme. Fais attention parce que dans un autre podcast, dans la tête d'un cycliste, le cousin de cette émission, on avait reçu Thibaut Pinot, je ne sais pas si tu connais aussi le cycliste. Oui. Et lui aussi, il a une ferme. Alors il a commencé avec juste quelques poules et maintenant il a des ânes. Tu sais pas où ça va te mener, attention, hein, peut-être que tu vas avoir un vrai cheptel. Puis ma copine, c'est aussi une malade d'animaux, du coup. T'es très proche des animaux justement, toi Ouais, je trouve que c'est un moyen de penser à autre chose et puis ça te détend tout de suite, quoi. Tu penses tout de suite à autre chose et puis c'est un moyen de partager aussi
autrement avec la nature. Alors pour en revenir au sport et à ta jeunesse, donc toi ce que tu me dis c'est que tu as commencé plutôt par les sports co, le foot, pas du tout dans le ski de rando, le ski alpi, parce que c'est vrai que ta région ça s'y prête quand même, vous n'êtes pas loin des pistes, pas le trail, donc c'était finalement une rencontre assez tardive. C'était un peu par hasard, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on allait toujours un peu en montagne. Je m'en souviens quand j'étais ado, on allait avec les copains le week-end, mais c'était plus, on faisait la fête le soir avant, puis le lendemain matin on allait en montagne pour, entre guillemets, décuver. Mais après c'est vrai que c'est venu un peu par le tard, puis par hasard, c'était vraiment cette sortie à ski qui m'avait vraiment fait un déclic et puis qui m'a poussé à me lancer là-dedans. C'est-à-dire cette sortie à ski, est-ce que tu peux nous en parler justement? Parce qu'il y a un moment précis du coup où tu as senti que tu avais ta carte à jouer? Ouais, clairement, en fait, on allait avec un pote à moi et son papa sur une compétition de ski alpinisme. Justement, il était bénévole et puis on l'avait accompagné sur un poste, c'était au sommet d'un couloir. Et puis je m'en souviens, c'était vraiment la découverte totale. Et puis j'avais du matos lourd et puis je voyais ces athlètes qui couraient dans la montagne. Puis ça m'a vraiment fait un déclic. Puis après, de suite, j'ai essayé. Puis ça m'a vraiment ça m'a attiré. Et puis j'ai pu, en guillemets, faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc là, tu t'es inscrit dans un club de ski et tu as commencé à participer à des compétitions. Tout de suite, tu as été performant. Ouais, ça allait vraiment très très vite. J'ai acheté du matos léger directement après cette sortie, je m'en souviens. Et puis j'ai fait une course de test. C'était juste une verticale. Et puis je m'en souviens, j'étais tout de suite devant les meilleurs en Suisse, quoi. Du coup, ça m'a vraiment poussé à me dire que j'avais un petit truc entre guillemets en plus et puis qu'avec du travail, je pouvais vraiment faire quelque chose de beau. Alors attends, on va mettre sur pause. Parce que comment tu es... Le ski alpiniste, il y a quand même du niveau. Et puis souvent, c'est des gens qui sont très tôt sur les skis très petits. Comment est-ce qu'on arrive comme ça, quand on sort un peu de nulle part, à être compétitif et presque à battre les meilleurs? Comment tu l'expliques? Parce qu'il faut quand même des acquis, il y a de la biomécanique, il y a des capacités cardio-respiratoires. Comment, même au niveau physiologique, tu arrives à rivaliser avec eux? Comment tu l'expliques? C'est bizarre. Ouais, ça m'est un peu tombé dessus. C'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai que c'est venu assez naturellement. Puis après, c'est clair que je me suis quand même entraîné dur après pour atteindre le très haut niveau. Mais c'est vrai que les premières étapes se sont passées vraiment vite et assez facilement. Puis je pense que c'était parce que j'adorais tellement ça que tout était facile, entre guillemets. Donc finalement, à partir de quel âge tu vas commencer à avoir des sélections peut-être en équipe nationale? À partir de quel âge tu vas commencer à remporter des compétitions, à participer vraiment presque à te dire que tu as une carte à jouer en tant que professionnel? T'avais quel âge? 18-20 ans? Ouais, c'était en 2013. Du coup, j'avais j'avais 20, 21. Ouais. Et puis là, c'est là que j'ai commencé vraiment à faire les compétitions à haut niveau. J'ai fait mes premiers championnats du monde à 22 ans. Du coup, c'est à partir de là que tout s'est déroulé, quoi. Alors, moi qui connais un peu moins le monde du ski alpi, même sur le trail running finalement, c'est pas. Moi, je viens plutôt du monde de l'athlétisme et c'est vrai que dans l'athlé, tu commences très tôt vers l'école de l'athlé. En a, tu peux commencer à 8, 10, 12 ans et quand tu arrives à 20 ans, tu as finalement déjà presque une dizaine d'années d'athlé, de cross, de compétition dans les pattes. Ouais. Toi, tu avais finalement de la fraîcheur parce que c'est vrai que tu as commencé du coup un petit peu plus tard. Est-ce que tu penses que ça a joué même sur la motivation, sur l'envie de s'entraîner? Parce qu'il y a souvent un décrochage, tu vois, 22, 23 ans, généralement, c'est la première copine, le travail. Ouais. C'est là où pas mal de jeunes cadets espoirs, ils décrochent. Toi, finalement, c'est là où toi, tu as accroché. Est-ce que ça a été un plus? C'est ça, on a fait un peu la fête quand on était un peu plus jeune, vers 16-17 ans. Puis c'est là qu'on s'est un peu lâché. On faisait un peu la fête à droite, à gauche. Puis après, c'est vrai que quand j'ai eu ce déclic, j'ai vraiment tourné du jour au lendemain. C'était le jour et la nuit. Puis j'ai plus du tout bu d'alcool, entre guillemets. Maintenant, j'en bois de temps en temps pour faire la fête. Mais après, c'est vrai que dans ma tête, c'était vraiment l'objectif, c'était de vivre de ma passion et puis de devenir professionnel en sport, quoi. Bon, normalement, 18-20 ans, on commence c'est quand même là, on continue à sortir, il y a les copines, il y a les amis, il y a la fête, il y a les études. Toi, tu as mis tout ça de côté sans frustration? Non, franchement, c'était vraiment par passion. Et puis, comme je le dis, j'ai toujours cette passion. Puis le fait d'avoir commencé sur le tard, je pense que ça m'aide aussi maintenant à être toujours autant motivé et toujours à m'améliorer, quoi. Alors on l'a vu, hein, tu as grandi dans la neige, tu es tombé un peu dans le ski alpi presque par accident. Mais le trail, il est arrivé quand dans ton histoire? C'était juste pour t'entraîner l'été en complément du ski? Ou tu as senti dès le début que tu avais des choses à faire et que c'était peut-être beaucoup plus qu'un plan B? Non, clairement au début c'était vraiment pour l'entraînement pur pour le skimo. Et puis je m'en souviens, c'était en 2015. J'avais fait 2-3 compètes l'été pour me mettre quand même un peu des objectifs pour pas trop s'endormir sur l'entraînement. Et puis là, j'avais directement fait vraiment des très gros résultats sur des courses verticales. Et puis là, Greg Vollet à l'époque, qui était manager chez Salomon, m'avait appelé. Et puis il y avait à l'époque une running academy
avec Salomon. Puis c'est là vraiment que ça a commencé. Puis je me suis dit peut-être j'allais faire les deux sports. Salomon a eu le nez fin là, c'est vrai qu'ils t'ont détecté parce que vraiment, ça fait 10 ans que tu es maintenant. Voilà, ouais, 10 ans. Tu as toujours été avec Salomon Oui. en fait. C'est une histoire. Ce qui est assez fou, c'est que comme en ski, tu as été aussi très vite, tout de suite performant dans le trail running. Ça aussi, c'est parce que c'est transférable. Comment tu. Ouais, moi je suis persuadé que de faire les deux sports c'est un plus parce que l'hiver je cours toujours un petit peu, mais je suis persuadé que de faire du ski tu t'économises pour l'été et puis mentalement aussi c'est de voir d'autres mondes, un autre. T'as une autre dynamique, c'est pas les mêmes personnes et puis après c'est deux vies finalement. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, t'as presque deux vies avec ta carrière en ski alpi plus là, c'est pas les mêmes médias, c'est pas les mêmes fans, c'est pas même s'il y a un peu de, c'est pas les mêmes organisateurs de courses. Ouais, puis je trouve que ça fait beaucoup sur la motive parce que là typiquement je suis vraiment motivé à commencer la course à pied, puis à la fin de saison de course à pied tu te dis je vais. Mais c'est pas plus de charge mentale aussi? Au début, c'était compliqué d'allier vraiment les deux. J'étais un peu fougueux, je voulais tout faire. Puis maintenant, je sais me limiter à quelques courses et vraiment préparer comme il faut. Alors, forcément, sur le trail, tu as été tout de suite très performant, tu as été détecté, tout de suite, on t'a identifié comme vraiment une potentielle pépite de ce monde-là. Et les gens, forcément, ont commencé aussi à projeter beaucoup d'espoir sur toi. Je crois même que certains médias suisses t'ont surnommé un peu la réponse suisse de Kilian Jornet. Comment tu l'as vécu aujourd'hui avec le recul, cette étiquette un peu du nouveau Kilian Jornet? Est-ce que ça t'a flatté sur le moment ou c'était peut-être une pression aussi qu'on t'a collée un peu sur les épaules? Ouais, clairement, je l'ai très, très mal vécu. Je m'en souviens, justement, j'étais assez jeune, j'étais tout nouveau dans le milieu. Et puis le fait de gagner très vite des grosses courses, à l'époque c'était la Skyrunning, j'avais gagné le circuit, j'avais gagné toutes les courses auxquelles j'avais participé en battant les records de beaucoup de minutes. Du coup c'est clair que les gens m'avaient un peu étiqueté. Et puis je l'ai vraiment mal vécu parce que pour moi Kilian c'était vraiment mon idole quand j'ai commencé. Je regardais vraiment tout ce qu'il faisait et puis déjà de pouvoir le côtoyer avec Salomon c'était incroyable quoi. Je n'osais pas aller lui parler, je m'en souviens. Puis du coup de me mettre en confrontation avec sur, je m'en souviens c'était Zegama la première course qu'on était ensemble. Et clairement j'avais foiré, j'avais trop de pression, j'avais pas de plaisir à aller sur les courses, même plus de plaisir à aller à l'entraînement parce que je me disais... À ce point-là? Ouais, clairement c'était un moment où je me demandais si je voulais vraiment faire ça. T'as cru à un moment donné, à cette époque-là, que t'as failli décrocher? Est-ce que t'as douté ou... Ouais, à ce point-là? je sentais que ça devenait malsain, quoi, que je le faisais plus pour moi, mais je le faisais pour les autres et puis pour atteindre le niveau de Kilian Jornet. Puis c'est clair que c'est un moment où j'ai dû prendre du recul et me dire qu'au final, pourquoi j'ai commencé ce sport, c'était pour moi, puis pas pour les autres. Puis là, c'était vraiment un déclic pour moi. Et puis c'est là que j'ai commencé à refaire des résultats, entre guillemets, parce que j'ai eu 2 saisons où j'étais... Justement, je pense mentalement pas bien et puis ça s'est ressenti sur les courses. Tu as réussi à te reconnecter avec toi-même parce que presque on essayait de t'enlever cette petite chose à toi, on te prêtant des ambitions que tu n'avais pas forcément à l'époque. C'est ça, ouais. Comment ça s'est passé justement aussi la rencontre avec Kilian Jornet? Parce que voilà, tu me dis que tu étais un peu fan de lui et c'est vrai que tout ce qu'il fait en montagne, c'est assez impressionnant. Comment ça s'est passé cette rencontre? J'imagine que tu dois avoir un souvenir assez particulier de ça. Ouais, je m'en souviens la première fois que j'étais sur un podium avec lui. Moi, j'étais junior, lui élite. Il avait fait champion du monde de skimo et moi champion du monde en junior. Puis du coup, on avait été appelés sur le même podium à la fin de la cérémonie. Puis là, j'étais vraiment impressionné. Puis c'était pour moi, c'était l'idole comme un Cristiano Ronaldo pour un footeux. Et puis après, ça s'est fait assez naturellement. Je m'en souviens qu'il était tout de suite un peu à prendre des nouvelles quand je faisais des compétitions et comparer un peu les chronos que je faisais comparé aux élites. Puis je m'en souviens, j'avais fait une course où j'étais 2e temps élite juste derrière lui alors que j'étais junior. Et puis c'était le premier à m'écrire et à me féliciter. Du coup, c'est clair que c'est devenu vite quelqu'un qui est devenu plus un ami qu'un idole, entre guillemets. Ouais, oui, puis c'est aussi... voilà, et puis aujourd'hui aussi... Est-ce que d'ailleurs tu t'es dit qu'un jour tu pourrais le battre? Est-ce que tu t'es dit aujourd'hui, parce que quand on vient un petit peu plus tard et qu'on a tous ces idoles, il y a aussi cette question de se dire est-ce que je suis aussi performant qu'eux? Il y a toujours un peu ce qu'on a sur la route avec les Kenyans et les Éthiopiens, à toujours se dire est-ce que finalement je suis à ma place? Toi, tu as commencé sur le tard, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. C'est des choses que les gens parlent beaucoup. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, ce genre de choses? Ouais, c'est clair, quand tu gagnais une grosse course et que Kilian n'était pas là, tu avais toujours des gens qui disaient ouais, mais Kilian n'était pas là. Mais après, je pense qu'il faut chacun faire son chemin. Après, il a fait des très grosses choses, j'en ai fait aussi. Mais après, j'aime pas me comparer à lui parce que c'est tellement incroyable ce qu'il a fait. Il est fort, entre guillemets, partout, même les projets qu'il a fait. Il a gagné 9 fois Sierzinal. Moi, j'essaie toujours de la gagner une fois. Du coup, c'est clair que c'est pas comparable. Mais après,
il y a plein de trucs que je prends de lui et puis que j'utilise aussi pour les entraînements et puis pour la motivation. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tu es l'un des seuls athlètes à dominer 2 disciplines en même temps, le trail et le ski alpinisme, avec une régularité assez déconcertante même, il faut le reconnaître. Et j'aimerais justement qu'on parle maintenant de comment tu as structuré tes entraînements pour dominer à si haut niveau, parce que j'imagine que ça demande une planification millimétrée, une gestion du corps, une gestion aussi du mental, de la tête. Et déjà, je vais te poser cette première question pour parler un peu de ton entraînement. Si tu devais résumer ta philosophie en matière de préparation en un seul mot, ce serait lequel ? Je dirais plaisir. Il faut toujours avoir la notion de plaisir, même quand c'est des entraînements difficiles. Si tu n'as pas le plaisir, pour moi, tu vas nulle part, quoi. Le plaisir. Mais tu es aussi connu, Rémi, pour t'entraîner énormément. Tu es aussi connu pour t'entraîner très dur, mais aussi de manière intelligente. Ça, il faut le reconnaître. Concrètement, comment tu prépares une saison comme celle de la Golden Trail Series qui va commencer là, qui va commencer dans quelques... C'est quand la première date d'ailleurs ? C'est mi-mai pour moi. Mi-mai, donc mi-mai pour toi en tout cas, tu vas commencer la saison mi-mai. Ça ressemble à quoi justement on va dire entre guillemets une semaine type, on va détailler, mais en termes d'heures, en termes de volume, de type de séance, comment tu te prépares justement à cet agenda, parce que c'est pas évident, il y a plusieurs dates, ça peut des fois s'enchaîner. Ouais. Comment tu organises tout ça ? Ouais, après je suis aidé par mon coach Simon Gosselin, je pense que vous connaissez bien puis après c'est clair que c'est un travail ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans que je travaille avec lui, puis c'est vraiment avec lui que je me suis le mieux développé, que j'ai vu les résultats qui arrivaient et puis que j'étais vraiment constant. Et puis je pense le secret c'est pour moi c'est d'avoir un volume toute l'année et puis entre guillemets de jamais s'arrêter, d'avoir une grosse base et puis après la vitesse pour moi ça passe, c'est en second plan. Je pense que si tu n'as pas le volume de base tu vas nulle part. Et puis après comme je disais avec le ski ça me permet de vraiment faire un gros volume l'hiver et puis de pouvoir après encaisser l'été et d'enchaîner les compétitions. Alors il y a cette citation qui est très connue d'un entraîneur, le volume libère la vitesse, tu es d'accord avec ça ? C'est ça, ouais. Je suis complètement d'accord, ouais. Tu dis que tu bornes, tu fais beaucoup de volume aussi en ski. Est-ce que tu as une idée un peu, j'imagine que tu quantifies en termes de kilomètres par exemple en course à pied, ça représente quoi une année ? Je bosse plutôt en mètres de dénivelé. Tu vois, l'hiver, on parlera après du D+, parce que je sais qu'il y a des choses à dire avec toi. Je fais environ 500 000 mètres de dénivelé par année. Ça, c'est pas une légende, parce que j'ai lu ça quelque part, 500 000 mètres de dénivelé positif par an. C'est pas une légende urbaine, alors c'est vraiment... Non, c'est vraiment... T'es un grand, tu avales beaucoup de dénivelé positif. Où j'habite, ça, c'est aussi le prétexte, parce que dès que je pars de la maison, il y a du dénivelé, du coup c'est... Pourtant, t'es un coureur qui est extrêmement rapide sur plat. Comment on l'explique ? C'est qu'en fait ça te permet, ce travail de dénivelé te permet d'être transférable. On sait par exemple que les coureurs de 800 mètres, donc plutôt des distances très rapides, dans l'athlète c'est eux qui font le plus de côtes. Ouais. Donc finalement c'est pas assez surprenant. Toi comment tu arrives à faire quand même ce transfert ? Ouais, je pense que j'ai aussi la morphologie qui fait que je cours vite à plat, j'ai une belle foulée et puis après je pense le fait d'avoir beaucoup de force, l'hiver on bosse beaucoup la force avec les skis au pied dans du très raide. Après c'est clair qu'il faut, si tu veux vraiment courir vite sur route, il n'y a pas de secret, il faut faire des kills à plat. Mais après j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime aussi de faire des séances à plat. À la base j'aimais pas du tout ça, mais maintenant je prends vraiment goût et puis cette année j'ai envie d'essayer sur un 10 km, voir vraiment le chrono que je vaux. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir savoir le chrono que tu vaux. Après et tu fais un petit peu de travail de piste aussi, tu dis que tu fais de la route, tu fais du plat, mais est-ce que ça t'arrive aussi d'aller sur la piste ? Ouais, rarement, mais après c'est clair quand on a vraiment du spécifique, on fait sur piste ou sur tapis de temps en temps. Et concrètement, justement, ça ressemble à quoi une séance sur piste ou sur tapis que tu vas faire ou de plat ? Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples comme ça pour... Ouais, la dernière que j'avais fait, c'était l'année passée, on avait fait 25 fois 400 mètres par exemple. Je ne me rappelle plus les chronos exacts, mais c'était une double séance. J'avais le matin un peu plus longues et puis l'après-midi sur piste. Alors, tu es connu parce que tu avales beaucoup de dénivelé positif, mais tu es aussi connu pour ta vitesse ascensionnelle assez hors norme. D'où vient justement cette qualité assez exceptionnelle que tu as d'être aussi puissant en montée ? Est-ce que c'est principalement lié à ta génétique, à tes qualités cardiovasculaires, biomécaniques ? Tu nous parlais là tout à l'heure de ta morphologie. C'est le fruit peut-être aussi d'années d'entraînement. C'est des choses que tu travailles spécifiquement, cette explosivité en côte ? Non, pas forcément. Je pense que ça a été un peu donné parce que c'est vraiment depuis le début, j'étais très bon en montée. Et puis c'est là où je me sens le mieux, où je sens que je peux vraiment m'exprimer à 200%. Et puis j'adore ça, quoi. Tu vois, que si tu mets même à vélo, si tu mets un col, je
je suis heureux, puis à plat, je suis un peu malheureux. Mais après, c'est vrai que si tu veux aller vite en montée, il n'y a pas de secret, il faut faire du dénivelé, c'est comme le plat. Mais tu fais des séances d'intensité en côte, Oui, par exemple oui. des 2 fois 200 mètres en côte avec de la récup. Ouais, on fait des fois des up and down. Après, on fait l'hiver, je fais toutes les intensités en montée sur des routes aussi un peu moins raides, du très raide. Je pense qu'il faut être polyvalent, quoi. Tu es coaché par Simon Gosselin. Comment vous fonctionnez un petit peu tous les deux? Qui propose, qui décide, qui adapte? Tu peux nous parler aussi un peu de la relation que tu as avec Simon et voilà, comment vous vous êtes rencontrés et puis le projet que vous avez fait ensemble? Oui, c'est un ami maintenant, c'est plus vraiment un coach. Et puis après, c'est vrai qu'il m'avait approché, je ne me rappelle plus l'année, mais il y a 3 ans, je dirais. Et puis il m'avait approché, il m'avait demandé vraiment si j'étais coaché par quelqu'un, comment je m'entraînais et tout. Puis je m'en souviens, ma réponse c'était que j'avais pas d'entraîneur et puis que je lui avais un peu décrit mon entraînement. Puis il m'a dit tu fais n'importe quoi. Puis moi ça m'avait un peu... je voulais pas de coach, quoi. J'aime bien être assez libre. Du coup ça m'avait un peu titillé. Puis je m'étais dit il y a que les cons qui changent pas d'avis. Puis j'ai dit je vais essayer. Puis on avait commencé vraiment sans pression. Je lui ai dit, on essaye une année et puis on voit comment ça se passe. Et puis je m'en souviens, ça m'avait vraiment redonné un goût nouveau aux entraînements. Parce que je m'en souviens, je faisais toujours la même séance d'intensité, par exemple. Ouais. Et puis du coup, là, ça m'avait donné, entre guillemets, une nouvelle motivation, un nouveau élan. Et puis ça m'avait permis de m'entraîner un peu plus dur et différemment, quoi, je pense. Alors justement, ça ressemblait à quoi tes entraînements avant Simon? Tu dis que tu faisais un peu n'importe quoi, mais est-ce que tu peux nous expliquer? Ma séance type, c'était que ça soit été-hiver, je faisais 6 fois 3 minutes, vraiment à bloc, en montée avec 1 minute 30 de récup. C'était vraiment la séance de base. C'est pas mal, c'est une bonne séance Oui, de c'est base. bien, mais tu vois, au bout d'un moment... Pour conserver des qualités. Ouais, au bout d'un moment, j'étais tellement habitué à cette séance que ça me faisait même plus mal, quoi. C'était... Donc tu bornais et tu faisais que ça, en fait. Voilà, ouais. Intéressant. Je crois que tu es aussi entouré par d'autres, peut-être un kiné, un préparateur physique. Est-ce que tu as des coachs mentaux? Ta team, comment tu l'as composée? Sur l'hiver, on est sous la fédération. Du coup, là, on est suivi par les physios de l'équipe. Et puis là, l'été, on a maintenant Salomon à monter vraiment un staff médical, physio, performance, qu'on commence maintenant à tester. On a testé ça en Corse. On a vraiment fait un camp axé sur la performance. Du coup, là, on est vraiment bien suivi. Mais après, personnellement, j'ai vraiment que Simon qui me suit en privé. Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du programme d'entraînement que tu élabores avec Simon. Est-ce que 80% de ton volume aujourd'hui, c'est à base de baisse, de faible intensité, ou tu laisses quand même une part un petit peu plus grande aux séances spécifiques, comme du tempo, du seuil, du travail à VO2 max? Voilà, grosso modo, comment vous arbitrez en termes de pourcentage sur la basse, la haute, la très haute intensité? Ouais, moi je suis pas trop dans les chiffres, c'est plus Simon qui s'occupe de ça, mais après je dirais qu'on est quand même axé, on fait des périodes où il y a plus d'intensité, des périodes où il y a plus de volume, mais c'est vrai que je réagis beaucoup mieux au volume qu'aux intensités. Du coup, on fait souvent des gros blocs de volume et ensuite, quand on arrive à 2-3 semaines des compétitions, là, on fait des séances un peu plus spécifiques. Mais je vois que même sans vitesse, j'arrive à être vraiment très performant, même sans faire de séances, quoi. Du coup, c'est vraiment le volume qui me fait du bien, je pense. Et justement, tu parles un petit peu planification. Comment tu répartis ça dans la semaine? Est-ce que tu fonctionnes plutôt en bloc, pas forcément en cycle long? Là, par exemple, pour la Golden Trail Series, combien de temps avant? Et est-ce que tu crées vraiment un gros bloc comment tu te prépares à ça? Ouais, on bosse pas mal. On fait genre 3 semaines de volume. Et puis après, on fait les 2 semaines avant la compétition. Là, on ajoute des intensités, des fois des doubles séances. Puis ça, c'est quelque chose qui me va assez bien quand on fait des doubles seuils, par exemple. Dans une journée, ça, je sais que ça me met directement en forme et puis que ça me fait monter les derniers pourcentages avant les courses. Donc, tu es un adepte du double seuil. C'est voilà, ça ouais. qu'on doit apprendre. Qu'est-ce que tu recherches justement par ça? Ouais, je trouve que c'est des séances qui sont mentalement assez cool, quoi, parce que t'es pas à bloc, mais t'en fais 2 dans la journée et puis c'est quelque chose, je pense, qui t'apprend à te gérer vraiment bien. Si tu fais la première trop vite, la deuxième, tu n'arrives pas au bout. Ouais. Alors justement, comment tu assimiles un peu tout cet entraînement? Est-ce que tu as des marqueurs qui te disent « Ok, là je progresse, là ce qu'on fait, ça porte ses fruits » ou à contraire, où tu te dis peut-être des fois là c'est un peu trop chargé? Ouais, on a vraiment, je pense, un bon dialogue avec Simon. Je lui fais confiance à 200% et puis on s'appelle tous les 2-3 semaines. Après, j'aime pas être suivi, genre il va pas me dire ce que je dois faire tous les jours. J'ai plus 2-3 séances dans la semaine qui sont spécifiques.
les heures d'entraînement environ. Et puis après, moi, je mets un peu quand je veux avec la météo, je regarde. Parce que je pense que la notion de plaisir, elle doit toujours être là, quoi. Si je veux pas me dire un matin, il fait grand beau, j'ai une séance sur piste à faire, ça va pas, quoi. Du coup, je la pousse quand il fait pas beau, quoi. Donc tu gardes quand même une grande adaptabilité. Ouais. Puis je pense que c'est important pour être performant le jour J. Si t'as pas eu de plaisir pendant ta prépa, pour moi, en tout cas, personnellement, j'arriverai pas à performer, à me faire mal, quoi. En parlant de plaisir, quelle est ton approche un peu nutritionnelle ? Est-ce que voilà, c'est des questions que tu te poses ? Est-ce que tu es plutôt free sur ça ? Et puis voilà, parce que tu as aussi, j'imagine, avec les volumes que tu m'annonces, tu as des dépenses énergétiques extrêmement importantes. Faut pas perdre trop de poids parce qu'on sait que sinon, l'assimilation, la blessure, les fractures de fatigue, bah, on prend des très très gros risques. Alors c'est un peu, on est très fort pendant une période de temps et après le revers de la médaille, c'est un peu compliqué. Donc comment toi tu gères ça ? Parce que tu n'es pas souvent blessé finalement. Non, j'ai eu cet exemple concret. Quand j'étais plus jeune, j'étais, je pense, beaucoup plus maigre que maintenant. J'avais pas du tout de réserve. Puis j'ai eu les blessures à cause de ça, je pense. C'était quoi en 2017 ? Ouais, 2017 et 2018, j'ai eu 2 années où j'ai eu 2 blessures. Du coup, je pense pour moi, c'était la raison numéro 1. Puis après, là, maintenant, pour moi, je pense que j'essaie de vraiment regarder, de manger assez tout le temps et puis de ne pas perdre de poids. Mais après, je ne me fais pas des régimes ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut toujours avoir le plaisir. Tu es accompagné par une nutritionniste ou est-ce que c'est juste tu fais attention à tes kilocalories et c'est juste ça qui t'intéresse ? Non, je ne calcule pas forcément, mais c'est clair qu'on a quand même des aides, que ce soit l'hiver avec la fédération ou maintenant avec le nouveau entre guillemets, comment on peut appeler ça ? Performance Side de Salomon, là on a des personnes très qualifiées qui peuvent nous aider là-dessus. Puis je pense que c'est important de regarder en gros, de faire juste, mais pas d'aller trop dans les détails, quoi. Tu as une idée un peu de la dépense énergétique que tu as et les nombres de kilocalories que tu dois assimiler par jour pour être performant ? Je saurais pas te dire. Ça doit être énorme. Tu dois être bien à 4000 kilocalories. À mon avis, ça doit être ça. Alors après, tu es dans une région où il y a du bon fromage, où on a de la on peut prendre assez vite de la calorie. Non ? Oui, et puis c'est pour ça que je pense qu'il faut savoir se faire plaisir. Tous les jours, je mange un dessert, par exemple, après le souper, et puis ça me pose pas de problème, quoi. Bon, hyper intéressant. Et au niveau de la récupération, est-ce que tu es adepte de bains froids, de massage, de bottes de compression ? Est-ce que tu as mis en place des protocoles assez particuliers pour bien récupérer au vu de la charge quand même, que je rappelle qui est quand même assez phénoménale, et puis des 2 sports que tu pratiques ? Je suis quelqu'un qui va pas souvent chez le masseur, pas souvent chez le physio, vu que j'ai pas souvent des problèmes. Puis je suis plus quelqu'un qui... je pense que le corps, il a besoin de souffrir pour s'améliorer. Du coup, le fait de lui donner toujours... entre guillemets des massages, de la bonne nutrition, toujours faire à 100% le job, je pense que c'est pas une bonne chose si tu veux que ton corps il fasse des adaptations, et puis il faut trouver le juste milieu. Après, c'est clair que avant les compétitions, les 2 semaines avant, c'est clair que je fais un peu plus gaffe, quoi. Est-ce que du coup, au fil des saisons, tu as ressenti un peu l'envie de faire évoluer ta manière de t'entraîner ? Par exemple, là tu le disais, tu intègres du ski, mais est-ce que tu as peut-être essayé d'intégrer du vélo, de la natation ? Est-ce que tu as essayé peut-être des choses un peu assez différentes de ce que tu avais l'habitude de faire ? Clairement, le vélo, ça fait une grosse partie de mon volume l'été. Je pense que j'ai besoin d'avoir un sport qui est sans impact. Je pense que c'est important. Et puis, j'ai beaucoup d'amis à moi qui font du vélo. Du coup, c'est clair, quand on fait les grosses sorties le week-end, c'est plutôt à vélo qu'à pied. Et puis aussi, mentalement, c'est aussi cool d'avoir 2 sports l'été. Ça te permet de changer, quoi. Le foot, t'as arrêté ? Oui, complètement. C'est fini. Ça a un peu trop de risque de blessure. On va pas t'installer les croisés. Ce serait quand même dommage. Est-ce que tu t'appuies sur des outils, un petit peu de la data dans ton entraînement ? Tu parlais tout à l'heure du Sport Scientist que vous avez avec Salomon. Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que tu es un petit peu geek ? J'aime bien Strava, c'est vraiment, je pense, un réseau social que j'aime bien. Et puis, un trailer qui aime bien Strava, c'est surprenant. Mais après, je suis pas quelqu'un qui va regarder mes watts, ma vitesse ascensionnelle. Je suis plutôt quelqu'un qui joue au feeling, quoi. C'est quoi ton rapport justement avec Strava ? Parce qu'on sait que les athlètes aussi s'en servent un petit peu pour intimider. On sait que on avait eu la chance d'enquêter un petit peu sur ça, et on a vu qu'il y avait même un petit peu de triche des fois, que les athlètes essayaient de... on essaie un peu de gonfler les pecs. Est-ce que toi, tu regardes un peu ce que font les autres ? Ouais, c'est clair que tu regardes inconsciemment. Puis moi, ça me permet aussi de m'inspirer, de regarder les sorties qu'ils font. Ça te motive à aller dehors. Mais après, je pense qu'il faut toujours associer ça
à un réseau social, quoi. Faut pas le prendre au sérieux et puis pas se comparer à quelqu'un sur Strava, quoi. Ça Ouais, parce que le risque, c'est de se dire, tiens, finalement, ils sont... voilà, tiens, il a fait tout ça, il a chargé autant, tu vois, c'est quand même ça peut aussi mettre est-ce que je suis assez entraîné ou même te donner envie de changer des choses parce qu'on veut par mimétisme inconsciemment reproduire. Ouais, clairement, quand j'avais pas de coach, c'était un peu l'erreur que tu faisais. Je pense que tu voyais des Kylian qui faisaient des séances monstrueuses sur Strava, puis tu te disais, ouais, peut-être je m'entraîne pas assez, peut-être pas assez dur. Et puis tu t'essayais après de reproduire ça, mais maintenant que je suis assez soutenu autour de moi, je sais que ouais, Simon me dira que ouais, il faut pas faire ça ou pas faire ça, mais après j'essaie plus de m'inspirer, puis j'aime bien les petits challenges, genre quand j'ai un segment qui me plaît, c'est clair que je vais aller le faire. Ah, t'aimes bien à la chasse Voilà. au segment. Si on laisse de côté un petit peu Strava, quelles autres données tu analyses? Est-ce que tu es sur la fréquence cardiaque, des capteurs, le lactate voilà, est-ce qu'il y a des datas quand même que tu apprécies et que tu regardes particulièrement? Simon aime bien analyser la fréquence cardiaque, tout ça, mais ça je le laisse vraiment gérer lui. Il me dit quand je fais faux, quand je fais juste, mais après typiquement les pulses, je mets que pendant les séances. Je pense que quand je fais des sorties endurance, je me connais assez pour savoir les zones où je suis. Et puis comme je disais avant, je suis assez au feeling, j'aime pas trop regarder trop de data. Tu fais des prises de lactate ou des choses comme ça aussi? Pas du tout, non. Pas du tout. Et en termes de fréquence cardiaque, ta fréquence cardiaque au repos, et tu es capable de monter très haut, tu restes très bas même sur les intensités? Ouais, Comment là fonctionne j'ai ton fait cœur? un test effort avant le camp d'entraînement en Corse, justement avec le nouveau centre là. Et puis mon max c'est quoi, 193. Et puis au repos, je pense à 30, 33. T'as quel âge? 30. 30 ans, ouais, ça va, tu montes encore 30-33 en repos? Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant quand même, c'est que tu descends quand même très très bas. Et j'imagine que vous avez mesuré votre VO2 max, ça ouais. donne quoi? Je crois que tu es quand même connu pour avoir une VO2 max assez insolente. Ouais, là j'ai battu justement ma meilleure que j'avais fait. Du coup, je crois que c'est indécent même. Je crois que je suis à 92 ou 13. Ah ouais. C'est quasiment l'une des plus grosses VO2 max que tu as aujourd'hui sur le circuit. Ouais, après je pense qu'il faut prendre avec des pincettes parce que c'est clair que suivant où tu fais les 92, tests. 93. Ouais. Ouais, c'est quand même impressionnant. Alors, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que y a quand même une vraie recherche de progrès. Il y a quand même, c'est pas seulement une envie de résultat ou de titre, il y a quand même presque une obsession de la progression. En tout cas, c'est ce que je note au vu des séances que tu vas avoir. Est-ce que c'est pas épuisant aussi ça parfois d'être tout le temps dans cette recherche constante de progrès? Non, je trouve que c'est une motivation. En tout cas, pour moi, j'essaie de me développer en tant qu'athlète. Pour moi, je me compare à personne et puis j'essaie de m'améliorer et puis de vraiment atteindre vraiment le niveau maximum que je peux. Et puis je pense que le jour où j'atteindrai vraiment le top du top, je serai comblé, quoi. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à travailler. Tu es quand même un athlète qui monte très très haut dans la performance et je sais que beaucoup de sportifs de haut niveau, leur niveau de bonheur est souvent parfois un peu corrélé à leur performance sportive. Je m'explique, quand ça va fort sportivement, ils sont épanouis, ils sont détendus, tout roule quoi, j'ai envie de dire. Mais dès que les résultats baissent un petit peu, tout devient un petit peu plus lourd, plus sombre, même dans la vie perso. Est-ce que toi, tu as connu ces moments-là où finalement tu as indexé ton niveau de bonheur à celui de tes performances, ou est-ce que tu as réussi à créer une forme de détachement justement par rapport à ça? Parce que je sais que c'est pas évident comme ça chez les athlètes. Ouais, c'est clair, au début, les années 2017-18 où j'avais les blessures, c'est clair que je l'ai mal vécu, puis je pense que mon entourage l'a mal vécu aussi, parce que c'est clair que tu deviens un peu insupportable, un peu parano à tout vouloir contrôler et puis à se dire pourquoi je me suis blessé, pourquoi j'ai fait quelque chose de faux, quoi. Et puis je pense que c'est quelque chose il faut en parler, quoi. Tout seul t'arrives à rien. Et puis je m'en souviens quand j'ai rencontré ma copine Lise, c'était un bon déclic pour moi et puis ça m'a montré qu'il n'y avait pas que le sport dans la vie et puis qu'il fallait penser à autre chose quand tu étais à la maison, quoi. Donc aujourd'hui tu arrives quand même un petit peu mieux à dissocier le toi, enfin en tout cas ton bonheur n'est plus dépendant uniquement de tes performances sportives. Clairement, je m'en souviens à l'époque quand je faisais une compétition, je gagnais la course, le lendemain j'étais tout de suite à l'entraînement et puis je me donnais vraiment pas de répit, je me disais il faut aller gagner la prochaine. Et puis là quand je fais une grosse performance, je sais couper 3-4 jours derrière, ça me dérange plus de faire rien, quoi, et puis de penser vraiment à autre chose, de prendre du plaisir, et puis ça je pense que ça fait beaucoup aussi dans la performance. Ouais, surtout pour durer, j'imagine, sinon malheureusement on tient pas. En parlant justement de coupure, toi sur une semaine, est-ce que tu prends un jour de repos? Est-ce que en fonction des cycles, en fonction des saisons, tu arrives à couper une semaine, 2 semaines, 3 semaines la gestion de la récupération, comment? Ouais, ça dépend les années. Typiquement cette année, c'était un peu compliqué. J'ai coupé une semaine avant la saison d'hiver.
Puis après, on a directement pris les skis sur le glacier. Du coup, c'était une semaine de coupure. Et puis après, cet été, j'aurais pas trop le temps de couper. Là, j'ai fini maintenant la saison de ski. Dans un mois, la première qui arrive. Puis les Kenyans m'ont pas attendu cet hiver. Ils ont bossé dur avec les baskets. Du coup, c'est clair que cette année, il y aura peut-être un peu moins de break. Mais ça, on le prend en compte pour la suite. Puis après, c'est clair, quand j'aurai mes gros objectifs qui seront passés cet été, je vais faire un petit break. Tu évolues sur un circuit où la concurrence, elle est terrible. Les Golden Trail Series, je pense que le niveau de densité et de performance, c'est l'un des plus hauts aujourd'hui sur le circuit, toutes compétitions confondues. Aujourd'hui, tu es l'un des athlètes les plus complets. Moi, je t'ai souvent cité dans l'émission, dans le podcast, et je dis pour moi aujourd'hui, on me demande souvent l'athlète qui m'impressionne le plus, et c'est vrai que je te cite. Pourquoi je te cite ? Parce qu'aujourd'hui, toi, Rémi, tu es très performant sur trail des formats 20 km, même sur des formats type 40 km, tu vois, sur un Zegama, sur un Sierzinal, tu es capable d'être très bon aussi sur des formats 20 km, sur 10 km sur route, tu serais capable d'être très performant, sur un cross-country, tu es capable d'être très performant. Et finalement, aujourd'hui, même si on a des grands talents en France, un Jimmy Gressier, mais un Jimmy Gressier sur trail, je suis pas sûr qu'il arrive à reproduire ce que toi, tu es capable de faire. Donc, ton niveau de polyvalence, il est énorme, et je pense que tu es l'un des seuls aujourd'hui en Europe, voire même au monde, à avoir ce niveau-là. Mais c'est aussi beaucoup de pression, parce que la concurrence, ça pousse, tu as les Kenyans, enfin... Évoluer dans un circuit aussi compétitif, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de burn-out sportif, de vouloir pousser toujours un peu plus loin et du coup que ça craque ? Ouais, c'est clair, l'avenue des Kenyans, je pense que c'est une bonne chose pour la performance, entre guillemets, parce que ça montre qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont à très haut niveau au Kenya, et puis ça nous pousse vraiment dans les retranchements. Quand j'ai gagné 2 fois de suite la Golden, entre guillemets, c'était de l'acquis, puis l'année d'après, je m'en souviens, je me suis fait un peu... Ouais, j'étais toujours dans les premiers, mais je me suis pris une bonne claque de voir qu'ils étaient autant performants que ça. Et puis pour moi, ça m'a vraiment motivé à vouloir aller les chercher et puis à les battre à la régulière. Et puis du coup, je pense qu'ils poussent vraiment à ce qu'on s'entraîne plus smart aussi. Et puis, mais après, c'est clair qu'il faut faire gaffe à pas vouloir tout faire et puis vraiment se concentrer. Et puis après, je pense, moi, le fait d'avoir aussi les deux sports, je me suis posé la question si c'était vraiment compatible de pouvoir battre les Kenyans, pouvoir faire un 2,25 à Sierzinal, par exemple, et puis d'avoir le ski à côté. Mais après, je pense que j'ai besoin de ça pour être heureux, quoi. Alors Rémi, tu as certes des qualités physiques hors normes. Tu nous as parlé de ta VO2 max à 92, une vitesse ascensionnelle que peu de coureurs peuvent suivre aujourd'hui. Mais tu n'as jamais caché que pendant longtemps, tu avais quand même, alors je ne vais pas dire un point faible, mais on va dire un point qui n'est pas le plus fort. Voilà, je ne sais pas comment je peux le formuler, mais c'est vrai que sur les descentes, c'était pas vraiment là où tu étais au top niveau international. Et c'est vrai que dans un sport comme le trail, ça peut être aussi un handicap parce que tu peux grimper comme un cabri. Si tu laisses 30 secondes filer dans une descente, la course, elle peut se jouer là. On dit souvent d'ailleurs que le trail, ça se gagne dans les montées, ça se perd dans les descentes. C'est un peu l'expression qu'on dit. Ouais. Mais incontestablement, tu as bossé là-dessus. Parce que là, à Ascona, l'Arc Arnaud, sur la finale des Golden Trail Series, tu as carrément attaqué dans les descentes. Ça s'est vu. Beaucoup d'observateurs ont d'ailleurs été surpris par ça. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu as fait évoluer tes qualités en descente et qu'est-ce que tu as mis concrètement en place pour progresser ? J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un déclic là sur la dernière saison. Ouais, clairement, on peut le dire que c'était mon point faible. Même je pense que j'ai perdu des courses à cause de ça. Il y a eu beaucoup de courses où j'étais premier au sommet, même avec beaucoup d'avance, et puis tu le perds à l'arrivée. Du coup, c'était, je pense, une grosse frustration pendant des années. Et puis il m'a fallu, je pense, bien 2-3 ans pour avoir le déclic. Et puis je pense que ça a été vraiment un déclic d'oser descendre, de se dire que même si tu tombes, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Au pire, tu te casses un bras, puis voilà, quoi. Mais après, c'est clair qu'il faut avoir le déclic. Et puis à ski, je l'ai eu assez vite. J'ai tout de suite bien descendu. Et puis j'ai jamais eu de problème à suivre les meilleurs mondiaux en descente. Mais à pied, c'était plus compliqué, puis j'ai eu besoin de temps, et puis j'ai fait des entraînements un peu plus spécifiques, justement des up and down, justement à se pousser dans les limites en montée, à tout de suite descendre fort. Et puis ça, c'est des séances qu'on reproduit encore maintenant, vraiment quand on a des descentes engagées sur des courses et où il faut être là. On fait les semaines avant vraiment des entraînements spécifiques où je me mets en confiance, en guillemets. Donc si je comprends bien ce que tu me dis, tu penses que ce qui te freinait dans les descentes, entre guillemets, c'était pas forcément tes aptitudes techniques, biomécaniques, mais plutôt une question de mental. C'était la peur de la chute. Ouais, clairement, c'était, je pense, mental, le fait de
pas vouloir aller vers l'avant quoi, en descente, toujours être un peu sur la retenue, et puis du coup tu glisses bêtement, tu tombes, et puis après là, entre guillemets, le mental il est foutu quoi. Donc t'as pas vraiment travaillé sur ça, c'est juste le déclic qui est arrivé. Ouais, c'était assez fou, parce que je pense que le premier déclic que j'ai eu, c'était à Zegama en 2018 quand j'ai gagné la course. Jamais je descendais comme ça, puis je me suis surpris même pendant la course à me dire qu'au final je suis pas si mauvais que ça. Et puis là c'était le moment où j'ai commencé à un peu plus bosser la descente. Et justement, si on reste un peu dans les qualités et les faiblesses, si tu devais me citer une qualité sur laquelle tu sais que tu es imbattable et tu as le plus de confiance en toi, et à contrario, maintenant que tu as réglé le point faible de la vitesse, qu'est-ce qui te reste encore à travailler? Ouais, je pense en montée pure, sur une longue montée, je pense que c'est difficile à me tenir sur 20 minutes. Même après, Kylian Jornet, il aurait du mal. Ouais, je pense que c'est un des seuls qui pourrait encore être devant moi. Et puis après, je pense que lui, il a aussi le mental pour avoir la petite ficelle entre les deux et puis à continuer à pousser. Mais après, c'est clair que je pense que c'est mon point fort, et puis je le sais, j'essaie de jouer avec ça. Mais après, à contrario, c'est clair que des descentes typées descentes un peu roulantes où tu dois vraiment allonger, aller très très vite. Ça, je sais que par rapport à un Kenyan, je suis claqué au sol. Bon, on dirait pas claqué au sol, mais n'exagère pas. ouais, je prends pas mal de temps, on va dire. Puis je l'ai vu cet été sur les courses vraiment très roulantes, sur les faux plats descendants. Tu vois qu'ils sont à l'aise, et puis que tu as l'impression qu'ils récupèrent, et puis toi, tu es à 200%. Aujourd'hui, la saison, on l'a dit, tu commences les Golden au mois de mai. Quels sont tes objectifs? Concrètement, tu viens pourquoi? J'ai envie de la gagner à nouveau. C'est clair que de l'avoir gagnée 2 fois, de l'avoir entre guillemets perdu la fois d'après, là j'ai envie de la regagner, et puis de remettre l'église au centre du village, comme on dit chez nous. C'est Elouzine qui t'a volé la vedette, on va dire, cette dernière année. Et est-ce que tu penses encore que cette année, ça risque de se jouer entre vous deux? J'espère, parce que pour moi c'est l'athlète le plus complet actuellement. Tu as vu ce qu'il a fait cet été, c'était incroyable de le vivre de l'intérieur. Pour moi, il m'a vraiment impressionné comme il a pris confiance en lui, et puis il a montré qu'il était le meilleur du monde. Pour moi, l'année passée, il n'y a personne qui pouvait le battre sur des formats courts jusqu'à marathon. Il était intouchable. Je pense même Kylian, pour moi, il l'aurait pas sorti. Et puis du coup, c'était beau de voir ça de l'intérieur. Puis ça m'a aussi poussé à courir plus cet hiver, et à me projeter directement cet hiver sur cette année. Et puis j'espère que je serai au contact de lui, et puis que je pourrai lui donner du fil à retordre, et puis d'essayer de gagner des grosses courses. Alors il y a une course qui te tient très à cœur, c'est Sierzinal. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des puristes du trail, qui ne connaissent pas forcément cette course, pourquoi elle est si importante pour toi, et comment tu la décrirais aussi? Ouais, je dirais il y a 2 courses en Suisse qui me faisaient rêver quand j'étais jeune. C'était la patrouille des glaciers à ski. Que tu as gagné déjà. Voilà, et Sierzinal l'été, que j'ai fait maintenant 5-6 fois, et j'ai toujours joué des tours. Du coup, c'était les 2 grands rêves que j'avais dans ma carrière. Et puis du coup, c'est le dernier que je dois réaliser. Et puis pour moi, c'est une course spéciale, parce que de 1, elle est en Suisse. On entend parler partout. Quand il y a l'événement, toute la famille va voir. Je connais tout le monde, l'organisation, je la connais. C'est pas loin de la maison, et puis le parcours est... Le parcours, il est fou. Ça descend, ça monte, il y a des bosses, et ça va extrêmement vite. Ouais, puis pour moi, c'est un des seuls tracés où il y a vraiment de l'histoire derrière. Les chronos, ça a toujours été le même parcours, il n'y a jamais eu de changement. Il y a des grands athlètes qui sont passés par là, des légendes, et puis j'ai envie de mettre une fois mon nom à ce mythe, quoi. Si on se projette encore un petit peu plus loin, je sais que tu étais en stage, là, je crois en Corse, que tu as croisé un certain Mathieu Blanchard, un François Daen. Alors, est-ce que tu as peut-être un petit peu anticipé ma question, mais il y a l'ultra-trail en ce moment qui explose, qui est aussi beaucoup médiatique, même auprès du grand public. Est-ce que c'est des choses qui tournent un petit peu dans ta tête aussi, ces formats-là? Est-ce que ça t'attire, ou toi, tu veux rester quand même sur des circuits qui sont quand même beaucoup plus axés sur l'explosivité et la performance rapide? Non, clairement, ça commence gentiment à me titiller. Je connais bien François, je connais bien Mathieu, puis je pense qu'on a chez Salomon les meilleurs ultra-trailers de la planète. Du coup, c'est cool d'être inspiré par eux, et puis de les côtoyer. Je pense que c'est un plus pour nous qui sommes sur les short distances, de voir ce qu'il y a après, quoi. Et puis c'est clair que j'ai ressenti cette première pic de titillement, on va dire, l'année passée. Quand j'avais gagné 2 fois la Golden, c'est clair que la motivation, elle baisse un peu, parce que c'est entre guillemets de l'acquis, et puis que tu te projettes un peu qu'est-ce qu'il y a après, quoi. Et puis tu as envie de voir autre chose. Puis là, je pense que pour moi, c'est gentiment le moment de bouger, et puis d'explorer quelque chose d'autre. Du coup, je me suis donné encore une année où je me focalisais vraiment sur la Golden, et puis que j'ai envie de la gagner, et puis d'arrêter là-dessus.
Et puis après, gentiment passer sur du plus long et puis de découvrir autre chose et d'avoir des nouvelles sensations. Je pense de voir d'autres personnes aussi. Donc potentiellement, en 2026-2027, on pourrait te retrouver sur l'UTMB. Ouais, peut-être. Ouais. Après, je m'avance pas trop, mais je pense essayer d'avoir une distance peut-être un peu plus courte. À 100 km. Voilà, ouais. Puis après, c'est clair qu'une course comme la Western, elle me fait presque plus rêver que l'UTMB. Moi, je suis quelqu'un qui aime courir, forcément. du coup. Il y a l'éco-trail de Paris aussi, si tu veux, ou la Saint-Élion. C'est rapide aussi, ça pourrait aller en termes de distance. Ça fait un petit peu moins rêver pour l'instant, mais peut-être. Néanmoins, alors aussi bien sur format 100 km, je pense qu'effectivement, le côté transférable va se faire assez naturellement, mais sur des formats 100 miles, c'est quand même autre chose. Et on sait qu'il faut des qualités nutritionnelles, des qualités digestives, il faut des qualités de gestion, il faut connaître la montagne. C'est comme sur marathon, c'est pas forcément le coureur, même si ça va très vite aujourd'hui sur un UTMB, ça va même extrêmement vite, un peu comme sur marathon, c'est pas forcément les meilleurs coureurs de 10 km qui sont les meilleurs sur marathon. Évidemment qu'il faut de la vitesse pour être bon en marathon, surtout aujourd'hui, évidemment qu'il faut de la vitesse pour être bon sur un UTMB, et surtout à la vitesse où on voit à laquelle ils montent, où ils arrivent à Saint-Gervais, ils sont très très rapides, mais pour autant, c'est pas forcément le plus rapide sur 50-100 km qui va être le plus rapide sur ultra, parce qu'il faut développer d'autres qualités. Toi, est-ce que tu penses que ce transfert va se faire, et est-ce que tu le redoutes un peu aussi? Ouais, je sais pas, je vais pas m'avancer, mais je me dis que qui ne tente rien n'a rien. Puis pour moi, c'est un nouveau chemin à parcourir depuis le début, quoi. C'est la première page que je tourne, je pense, à la fin de cette année. Et puis après, c'est clair que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui peuvent me conseiller, typiquement Mathieu ou François. Je sais qu'ils seront là, entre guillemets, pour me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après, je pense qu'il faut faire son bout de chemin, il faut faire les erreurs, il faut encaisser aussi les défaites pour grandir. Et puis je sais qu'il y aura des moments difficiles, mais je me mets pas de limite. Et puis je sais qu'avec la motivation, la passion et le travail, tu peux aller très loin, quoi. Je te sens quand même assez impatient et enthousiaste. Vraiment, on voit que c'est un projet que tu vois, je pensais que c'était... Alors souvent, nous, les journalistes, on aime bien poser cette question-là. Et puis souvent, les gens nous disent laissez-moi un peu tranquille, moi, c'est pas mon circuit. Mais toi, vraiment, je sens qu'il y a il y a un vrai envie. Est-ce que tu as encore des choses que tu aimerais... peut-être revivre, des courses que tu aimerais regagner finalement, ou est-ce que là aujourd'hui tu es quand même plus tourné sur d'autres formats? Est-ce que tu dois quand même faire encore un petit peu la passerelle entre les deux mondes, ou le jour où tu basculeras sur ultra, tu seras que concentré sur ultra, ou plus un peu comme un Kilian Jornet, tu vois, alors on n'est pas tous égaux, mais qui arrive quand même à faire des projets personnels, à être, tu vois, il va à Sierzinal, il gagne après le truc, il fait Zegama, il bat Elouzine aussi à Zegama, ce qui est impressionnant. Est-ce que toi tu dois vraiment faire des petits sauts de puce comme ça, ou te spécialiser? Non, je pense qu'après, j'aurai toujours envie de faire un KV à bloc. Je pense que ça va toujours me rester en moi. Mais après, c'est clair que quand tu bouges sur du plus long, de là à dire que j'ai envie de gagner Sierzinal la même année que l'UTMB, je dirais pas ça. Mais c'est clair, quand je vais me concentrer sur des très longues distances, je vais peut-être mettre un peu de côté, mais toujours continuer à faire un Zegama pour le plaisir et puis un Sierzinal pour le plaisir, quoi. Rémi, merci beaucoup. Je vais pas trop tenir plus longtemps parce que je sais que la journée elle est un petit peu longue. Là, tu vas enchaîner pas mal, notamment les conférences de presse pour la soirée, un peu le lancement des Golden Trail World Series. T'es quand même content d'être venu à Paris, ou pour toi c'est une torture quand même? C'est joli la capitale. Oui, c'est clair que ça change. Je sais que les Suisses avec la France, des fois vous êtes un petit peu taquin, mais après j'aime bien. Ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes et puis de partager, quoi. Donc ça va, c'est pas non plus. Mais bon, t'es quand même content de retourner dans la gruyère. Oui. J'imagine. Merci infiniment, ça a été un plaisir d'en savoir un petit peu plus sur toi. J'espère que ça a aidé nos auditeurs et auditrices à mieux te connaître, et puis on a hâte de te voir courir, galoper sur le circuit, et puis rendez-vous peut-être en 2026 à la Western, peut-être. Peut-être, ouais. D'ailleurs, tu as un petit pronostic pour cette année avec... Ça va être une belle bataille, mais je pense que Jim il a pris le bon ascendant psychologique là, à mon avis. Mais après, Kilian, on sait qu'il est jamais enterré, et puis qu'il sait se préparer comme il faut pour un événement, et puis... ça va être joli à voir, je pense. Donc si tu devrais miser ton petit peu sans cacahuète, ce serait Jim, Kilian, Vincent, si on fait le top 3? Ouais, je dirais Jim, purement performance, mais le cœur il va plus pour Kilian. On va dire. D'accord, écoute, ça sera la fin. Merci beaucoup également aux équipes de Salomon d'avoir facilité l'organisation de cet événement. Merci aussi à l'hôtel Les Clés du Champs-Élysées qui nous accueille très gentiment sur un magnifique établissement. Ils ont un très bon restaurant aussi, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Merci beaucoup, on se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. D'ici là, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.